Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Pas mal de coffrets, des volumes collector, parce que depuis la dernière fois, ça fait quand même un peu plus d'un mois et que là actuellement on est en pleine période des fêtes de Noël. Donc novembre, en termes de sortie, c'était quand même un peu la folie, ce qui fait que voilà, j'ai un peu craqué sur certaines choses que j'aurais sans doute pas dû. Du coup on va commencer par ça, quelque chose qui m'a laissé quand même un peu perplexe quand je l'ai acheté. Ce n'est autre que le coffret prestige du manga Fire Punch. Alors en soi j'ai rien contre le manga Fire Punch et en fait j'adore juste l'auteur Chainsaw Man, sans doute l'un de mes gros coups de cœur de l'année 2021. Ce qui fait que j'avais l'édition classique et que moi ça me fait plaisir qu'il sorte un coffret. Et franchement le coffret est, on sera d'accord, tellement stylé. Je vous laisse voir le format, le design. Il y a un peu une couverture vernie et enfin le rendu est quand même super stylé. Mais ça me dérange un peu parce que je pense que la plupart d'entre nous qui avaient le manga déjà, ça leur a un peu posé problème. Mais en fait j'achète juste une boîte. Enfin, c'est la vérité. Là ici j'ai payé 80 €, techniquement un peu moins parce que j'ai vendu mes éditions classiques, forcément j'avais pas gardé deux mangas dans la même édition, surtout que voilà, il n'y a aucun intérêt. Mais les mangas seuls, si je me trompe pas, les tomes sont environ 8 €, il y a 8 volumes, ça fait 56 € en total. Là, la boîte, elle est vendue 80 € en tout, ce qui veut dire que de 1, on est obligé de racheter le manga, ce qui, moi, me casse déjà quand même un peu les couilles. Et la deuxième chose, c'est que on paye le coffret. Après, vous doutez bien que si moi là je l'ai acheté, c'est que à mon sens ça valait le coup, même si c'était un peu dur à faire passer la pilule. Après, c'est un très bel objet pour un cadeau. Je pense que c'est juste super. Mais il y a toujours ce truc du, ils appellent ça l'édition prestige. Alors qu'en fait, le manga, c'est la même édition que l'édition simple. Encore limite, si nous avait mis une édition à l'intérieur un peu spéciale avec de la relief sur les couvertures, parce que il n'y en a pas sur l'édition classique, là, j'aurais rien dit du tout et j'aurais juste foncé. Mais bah, ça fait quand même un petit hic au tableau et ça, c'est la raison pourquoi moi, j'ai pas acheté encore. Peut-être que ça va venir par la suite. Les coffrets, les deux coffrets édition prestige, là aussi, de The Promised Neverland. Parce que j'ai l'impression qu'on prend pour un con. Parce que le manga The Promised Neverland qui est juste derrière moi, vous pouvez pas le voir à la caméra parce qu'ils sont juste en dessous des Black Clover. C'est que le manga, en fait, je viens de le finir. Donc je vais pas racheter un manga que je viens de finir d'acheter, vraiment sans être méchant ou aigri ou quoi. En fait, je trouve qu'ils nous prennent quand même un peu pour des imbéciles, parce que en soi, et c'est un peu le cas pour Kyun et les mangas de Lovecraft, il n'y a aucun intérêt à, et je pense qu'il y a de moins en moins d'intérêt à acheter les séries quand elles sortent, parce que souvent, quand c'est des séries à succès ou que c'est des belles éditions, et bah ils nous sortent des coffrets intégrales derrière. Et quand on réfléchit bien à ce niveau-là, ce qui serait le plus intéressant de faire de mon côté en tant que collectionneur pur et dur, qui veut juste à la fin la meilleure édition possible, ce serait de ne pas acheter les éditions classiques, de juste prendre les collectors, éditions limitées, et attendre sur les séries vraiment mainstream comme Naruto, comme One Piece, comme Bleach, à voir s'il y a une réédition, des formats meilleurs, et juste principalement se focaliser sur les séries un peu plus de niche, où là c'est sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'édition de luxe ou juste de coffret intégral, parce que ce serait pas rentable de leur côté quoi. Donc moi je suis quand même assez mitigé, surtout que actuellement les coffrets intégrales c'est la grande mode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Tant qu'on est sur les collecteurs, restons dessus avec exactement la même situation, les deux coffrets de Demon Slayer avec les volumes 1 à 3 et 4 à 6. Et là aussi je pense que vous vous en doutez bien, mais Demon Slayer c'est un manga que je possédais, et forcément en achetant les coffrets avec les 6 premiers volumes dedans, j'ai revendu mes 6 premiers volumes. Là aussi c'est super vache et c'est strictement que du marketing, mais ils appellent ça coffret collector avec les 6 premiers volumes, mais grosso modo on pourrait appeler ça starter pack avec les 6 premiers volumes, parce que généralement les starter packs que font les autres éditeurs pour le début d'année, comme les 3 premiers volumes de Iruma, les 3 premiers volumes de The Quintessential Quintuple, en fait généralement quand ça tombe en rupture c'est rarement réimprimé, donc on pourrait appeler ça aussi collector, ce qui fait que là ils ont préféré le dire comme ça pour le vendre plus, mais en soi, il n'y a pas une grande différence non plus. Toujours dans cette continuité, je me suis pris le 4e volume de Solo Leveling, comme vous pouvez le voir dans son coffret collector. Et ça, c'est le seul collector que j'ai de la série, tout simplement parce qu'en fait, les 3 premiers avaient des tomes collector, mais c'était
destiné à des enseignes bien spécifiques et que c'était trop compliqué pour moi d'aller là-bas à chaque fois. Donc celui-ci était dispo partout, ce qui fait que voilà, j'ai pu me le choper quand même assez facilement. Puis on a le 6ème édition limitée de Spy X Family avec la cover exclusive en plus de la plaque métallisée derrière qui est super stylée. À chaque fois que je la vois, je la trouve juste vraiment bien faite, surtout qu'elle est pas si chère que ça parce que cette édition vaut 9,90€, ce qui veut dire que grosso modo la cover exclusive plus la plaque on la paye environ 3€ et quelques. Étonnamment, au vu de son succès, c'est quand même assez étonnant. C'est le premier collector de la série et je pense que le titre va juste littéralement exploser parce que actuellement il n'y a pas d'animé et le manga explose déjà. Alors avec l'adaptation, ça va être quand même un peu la folie, surtout que des visuels que j'ai, ça a l'air très abouti tout en restant dans cet esprit gag du manga. Donc une licence, je pense, on va en entendre quand même pas mal parler très prochainement. Puis pour finir avec les collectors aux éditions Pika, on a deux grands classiques. Le premier, c'est le 12ème de Bakemonogatari, et donc un énorme coup de cœur. Et le second, c'est le 9ème tome de l'Atelier des Sorciers, qui est là aussi un énorme succès en France. Ensuite, en édition classique, là aussi j'ai pas mal de trucs. Tout d'abord, le manga Yuna de la Pension Yuragi, le volume 19, 20, 21, 22 et le 23ème. Et là, pourquoi je vous en parle? Parce que je m'en suis rendu compte très récemment, en fait, aujourd'hui, que le 24e volume de la série, ce qui veut dire le dernier volume qui va sortir, le prochain volume, ce sera le dernier. Et ça m'a fait quand même assez marrant parce que j'avais l'impression que je connaissais le titre depuis très longtemps. Pour vous dire, c'est à mon sens le genre de Ishi qui succède un peu quand même dans cet esprit To Love Ru. Qu'en fait, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que j'avais commencé le manga avant même que l'anime sorte. J'étais arrivé au volume 10 et quelques, et pour vous dire, à l'époque, il n'y avait que 10 volumes. Ensuite, il y a l'anime qui est sorti, j'ai commencé à regarder l'anime, sauf que j'ai pas trouvé ça fou, donc j'ai laissé un peu tomber tout ça. J'ai continué à acheter le manga, parce que, en fait, c'est typiquement le genre de truc que je suis sûr à 100% d'aimer. Et maintenant que la série arrive à son terme, je vais sans doute me relancer dans la lecture. Surtout que je vous laisse voir par vous-même, mais je trouve les covers juste magnifiques. Après, faut aimer, mais voilà, vous connaissez un peu mes goûts. Aux éditions Ototo, un manga dont j'étais quand même assez surpris de prendre, c'est le manga d'Anmachi Sword Oratoria, et je me suis presque mis à jour en achetant les 6 premiers volumes de la série, parce qu'en fait, généralement, moi, j'ai cette idée, et c'est souvent vrai, que quand il y a un manga à succès et qu'on fait un spin-off à côté, généralement, à 95% du temps, le spin-off est très osef. Il y a plein d'exemples qui le montrent, et moi, d'expérience, généralement, quand j'avais eu le malheur d'acheter un spin-off d'une série que j'aimais bien, et bah, après la lecture du spin-off, je les ai très souvent vendus, parce que souvent, c'est fait par un mangaka, pas très talentueux, faut se le dire, et que, bon, là aussi, très souvent, c'est des séries assez courte de 2-3 volumes, 4 maximum. Et là, la nuance, c'est que Danmachi Sword Oratoria, actuellement, c'est un spin-off qui est plus long que l'histoire principale du manga. Et là, je parle pas du light novel, tu vois, je vous laisse faire la couverture qui est selon moi pas exceptionnelle, et même à l'intérieur, le dessin est pas incroyable non plus. Faut se le dire que ça fait un peu vieillot et assez manga amateur. Ce dont j'avais un peu peur, c'est que Danmachi Sword Oratoria prenne une direction quand même assez opposée à l'histoire principale, ce qui fait que il y a rarement des regroupements des deux histoires. Mais, et c'est là la bonne surprise, c'est que souvent, entre celui-ci et celui-là, en fait, c'est très lié. Et c'est très lié tout le long de l'histoire. Ce qui fait qu'à la lecture, ça rend le truc intéressant parce que on apprend des trucs et on comprend pourquoi certaines personnes sont là. Et que c'est pas juste en fait le signe du destin, quoi. C'est un gros coup de cœur, pas tant dans la manière dont l'histoire est racontée, mais dans l'utilité que ça apporte à l'histoire principale. Parce que ça apporte quand même pas mal de trucs. Il y a une nouveauté que j'étais extrêmement étonné de voir venir en France, plutôt dans le bon sens du terme. Parce que l'adaptation animée a eu quand même un assez gros succès. Mais les thèmes du manga sont quand même assez uniques. C'est la série Interspecies Reviewer. Donc si vous connaissez un temps ça peut les animés, je pense que vous en avez entendu parler. Sinon, pour résumer le truc assez simplement, c'est 3 aventuriers qui parcourent un peu les cabarets dans un monde fantastique, et là-bas ils font des expériences sexuelles avec des monstres. Grosso modo, ils leur font l'amour. Et je m'attendais pas à le voir venir, tout simplement parce que l'animé et le manga sont deux choses qui sont très similaires dans l'histoire, mais dans la narration, vous allez voir que c'est assez différent. C'est un peu comme les animés de musique sans le son d'ambiance et les voix. C'est assez compliqué de rentrer dedans, surtout que là, c'est quand même pas mal de l'explicatif. Et ensuite, je me suis procuré les volumes 2 et 3 de l'édition Perfect de Elfenlied. Donc, je vous laisse voir par vous-même. Mais l'édition, selon moi, est juste superbe. Même si je trouve que la Perfect, globalement parlant, des éditions Delcourt Gamme,
Selon les gens, il y a des gens qui aiment plus, il y a des gens qui aiment moins, mais en soi, des tomes doubles, c'est pas incroyable. On aurait pu espérer quelque chose, peut-être dans un format plus rigide, surtout que les tomes coûtent quand même assez cher, si je me trompe pas, ils sont à 15 € l'unité. Ouais, c'est bien ça, 15 € pour un format double, ça revient quand même assez cher. Après, le bon point ici, c'est que les mangas sont vendus sous blister. Alors, je sais pas pourquoi il y a le blister, il doit y avoir, je pense, un marque-page à l'intérieur, mais j'ai un gros doute. Ce qui fait que moi, vous me connaissez, ça protège les mangas. Et voilà, moi, je peux que adhérer à ça, même si, voilà, il y a du plastique, je suis d'accord, mais bon. Il y a des plus pour des moins. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas tant avancé dans la lecture de ça, mais c'est sûr à 100% que c'est une licence que j'irai jusqu'au bout parce que je suis quand même un assez gros fan de l'auteur, de ce qu'il a fait ensuite après le Funland, notamment Brynhild the Darkness que je trouve juste excellent, même si à un moment ça s'est un peu perdu. Mais là, c'est un truc que j'avais regardé vraiment dans ma petite enfance, je devais avoir petite enfance, c'est un bien grand mot, mais c'est sans aucun doute l'un des premiers animés japonais que j'avais regardé, et je m'en souviens à l'époque, et même aujourd'hui en fait, il y a une bande originale, et si je me trompe pas, c'est un opening ou un ending qui est juste sublime. C'est typiquement pas un titre que je conseille à tout le monde, mais si vous aimez bien un peu le sanglant psychologique, c'est clairement un auteur que vous devrez découvrir, parce que il propose des trucs, notamment dans l'écriture de ses personnages et dans l'écriture de certaines scènes bien sanglantes qu'on retrouve pas ailleurs. Un énorme coup de cœur aux éditions Pika, je vous en avais déjà parlé, je vous en reparle parce que j'ai avancé dans la lecture et que c'est toujours aussi bon. The Witch and the Beast, les volumes 3 et 4. Si vous aimez bien les mangas d'aventure fantastique, foncez directement dedans, il n'y a que des points forts. Moi, ça m'a quand même fait pas mal penser à Harry Potter dans un esprit forcément plus japonais, mais ça se passe en Occident. Donc, il y a un mixte qui, je trouve, rend tellement bien, c'est captivant et surtout, c'est excellemment bien dessiné. Typiquement, ça, The Witch and the Beast and Spirit Seeker, c'est typiquement sans doute mes deux plus grosses découvertes de 2021. Parce que en 2021, on a eu des bons titres. La plupart du temps, les licences, je les connaissais déjà. Donc, c'était pas une claque non plus. Là, je connaissais pas du tout. Je viens, j'ouvre, je me dis, c'est bien dessiné. Le tome 1 est pas trop mal. J'ai envie de lire la suite. Et le tome 2, il te sort un truc. Genre, j'ai directement accroché au truc. Et juste pour vous montrer certaines planches et pour vous dire, elles sont toutes à ce niveau quasiment. L'action est juste captivante. Terminons la vidéo sur plus classique du Shonen Neketsu avec du volume 25 au 28e de Black Clover. Donc Black Clover, actuellement, je trouve qu'on est dans le dernier arc. Donc s'il arrive à nous pondre un arc après celui-là, franchement chapeau, mais à ce moment-là, je trouve que ça irait quand même un peu trop loin parce que on a plus ou moins résolu toutes les pièces du puzzle et que franchement, l'arc est pas si mal que ça comparé au dernier qui, à partir d'un moment, partait là aussi un peu en vrille. En tout cas, bonne surprise parce que moi qui m'attendais à ce que ça aille de pire en pire, il y a quand même eu un petit step-up. Même si à certains moments, j'ai l'impression qu'on revienne au niveau d'avant. Mais clairement, le dernier arc de Black Clover est plutôt agréable à lire. Pas grand chose d'autre à dire de plus dessus. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la licence. Moi, j'ai plus commencé parce que l'anime m'avait re-hype à partir d'un moment. Mais faut se dire que à certains moments, l'histoire est pas super bien écrite, ce qui fait que on est un peu perdu dans comment ça avance. C'est pas un titre que je conseille spécialement parce que clairement, en termes de shonen, dans le milieu, on a quand même beaucoup mieux. Mais voilà, c'est divertissant et au moins c'est déjà ça quoi. Et sur ce, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire un peu ce que t'as pensé de tout ça et me donner ton avis. Je te dis à la prochaine, allez, salut!